Et pour aborder l'ensemble de ces sujets, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau, comme d'habitude, Tony Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Tumbala. Merci beaucoup d'être là. Igor Jouaka, bienvenue aussi. Merci, bonjour Patrick et bonjour à tous les internautes et téléspectateurs de Essentiel de l'Écho. Tout à fait. Merci à vous deux, messieurs, donc d'être là. On commence tout de suite par le tout premier sujet. C'est 32 personnes au total qui ont disparu dans l'éboulement d'une mine de cobalt à Moulondé, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba et c'est là, toutes les victimes sont des creuseurs artisanaux qui se sont retrouvés dans cette zone semi-industrielle à première vue. Mais qu'en est-il exactement et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et on se retrouve. Appartenant à la société Pagé Clem. Ces points étaient essentiels. La zone de Moulondé Bonjour Tony Antoine Dibendila. Bonjour Patrick Tumbala. Alors on vient de le voir, effectivement, 32 personnes qui sont mortes. Quelles ont été les causes ou qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Nous avons pu consulter d'abord le communiqué du ministère des Affaires sociales, c'est une source officielle qui a également confirmé les faits et qui assure qu'il y a en fait, qui renseigne qu'il y a eu éboulement sur les sites miniers des Moulondé où se trouvaient plusieurs creuseurs artisanaux. Et donc malheureusement il s'est fait que ces creuseurs ont été ensevelis, 32 en tout pour l'instant, et une enquête a déjà été ouverte, pour établir les responsabilités. Mais au-delà de ces faits, au-delà du fait que il y a eu éboulement, nous savons que depuis un temps, le gouvernement tente quand même de contrôler ces secteurs des secteurs miniers congolais, surtout dans son aspect artisanal, parce qu'on sait qu'il y a à boire et à manger dans ces secteurs-là. Il y a
on ne sait pas maîtriser ni tracer les trésors artisanaux. Dans le cadre des efforts de l'État congolais, il y a eu la création du SAIMAP qui tente d'encadrer ces trésors. Il y a d'ailleurs pour garantir également plus de revenus pour ces trésors, parce que certains, nous savons que les niveaux, c'est-à-dire ils n'ont pas assez d'instruction, mais ils ont quand même leur force naturelle, ils arrivent à creuser, mais parfois ils sont dupés par certaines entreprises ou acheteurs. Et donc l'État congolais également a songé créer EGC, cette entreprise Générale des Cobalt, qui aura pour responsabilité d'acheter aussi les minerais auprès des creuseurs. Mais il y a quand même des questions à se poser, à voir. D'ailleurs, on l'a tantôt dit ici, à voir les sites, on se rend compte que c'est un site pas quasiment artisanal, les sites miniers en tout cas, c'est semi-industriel. C'est pas une ZEA, comme on dit, une zone d'exploitation artisanale. Tout à fait, c'est-à-dire que il y a, juste à première vue, on se rend compte que c'est un site semi-industriel, et donc déjà les creuseurs n'avaient peut-être pas les droits de se retrouver dans ces sites-là, mais comment ils se sont retrouvés? Et là, et concernant justement les éboulements, nous savons que dans des sites miniers comme ça, lorsqu'il n'y a pas d'entretien adéquat, parce que les éboulements peuvent survenir de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs géologiques, mais aussi liés à l'exploitation minière. Nous savons que les creuseurs entrent en profondeur et parfois leur activité engendre la fracturation des roches souterraines. Et donc, on se rend compte que certainement il y a eu, au regard du nombre de creuseurs sur place, l'activité était intense et cela a engendré, ça dit, on est en train d'analyser en ce sens-là, peut-être que cela a engendré justement cet éboulement. Tout à fait. On a évoqué ici l'encadrement des creuseurs artisanaux par SAIMAP, et on a également évoqué l'effort lié à l'entreprise générale du cobalt, l'EGC, créant l'EGC en tout cas. Mais jusque-là, on n'a jamais entendu parler de l'entretien de ces sites-là miniers. On n'en parle quasiment pas, parce qu'il y a des activités sur place et on sous-entend, ou encore les risques est évident. Il peut y avoir, on peut creuser les sites, on peut fragiliser les roches, on peut créer des vides souterrains qui peuvent à la longue engendrer donc ces genres de glissements de terrain. Mais est-ce qu'on peut réfléchir dans le sens d'entretenir ces endroits-là, ou encore de prévenir ces risques? C'est aussi ça la question qu'il faudra se poser, mais je crois que l'enquête en cours pourra nous rapporter plusieurs réponses. L'enquête en cours donc pourra nous rapporter plusieurs lumières sur les zones d'ombre qui continuent à persister. Igor Buaka, Tony Antoine Dibendila l'a effleuré d'ailleurs. On se rend compte que ces creuseurs se sont retrouvés dans un site semi-industriel, alors que la loi est très claire. Ce sont les zones d'exploitation artisanale où les creuseurs artisanaux ont le droit d'exercer, et c'est là moyennant notamment un enregistrement en bonne et due forme, appartenir à des coopératives minières et consorts. Est-ce qu'aujourd'hui on est quand même dans le droit de se poser la question, ces grandes entreprises minières qui œuvrent en République démocratique du Congo, elles n'arrivent pas à sécuriser assez suffisamment leur vaste étendue de leur exploitation, et pourquoi l'État reste toujours passif et vient constater les dégâts après? Vous savez, Patrick Lumbala, cet incident qui vient, n'est-ce pas, de survenir, c'est en tout cas pas le premier, ce n'est pas en tout cas le premier en République démocratique du Congo, et ça traduit, n'est-ce pas, en filigrane je dirais, les désordres qu'il y a dans ces secteurs artisanaux, qui d'ailleurs représentent 5 à 10% du PIB de l'économie congolaise, évidemment en République démocratique du Congo, et qui emploie en termes, n'est-ce pas, de rentabilité, en termes d'emploi, près de 20%, 30% de la population active dans des zones périurbaines et urbaines, Patrick Lumbala. Donc ce qui montre à suffisance qu'on devrait mettre un tout petit peu du sérieux, n'est-ce pas, pour réglementer les secteurs artisanaux en République démocratique du Congo. Et on a comme l'impression que ce secteur est mal encadré.
Pourtant, il y a la présence, n'est-ce pas, des structures qui existent. Je prends l'exemple, on l'a d'ailleurs tantôt dit ici, du service d'assistance et d'encadrement, n'est-ce pas, des exploitations minières à petite échelle, le SAEMAP évidemment. On s'interroge, en tout cas moi personnellement, je m'interroge sur les missions, n'est-ce pas, première assignée, n'est-ce pas, à cette structure de l'État. Pourquoi? Parce que sa mission première, c'est évidemment d'explorer les EA, les zones d'exploitation artisanale, de voir, d'inspecter, de voir les outils qui sont utilisés, mais également de s'interroger, n'est-ce pas, sur l'efficacité et les conditions de travail dans ces zones-là. Quelles sont les conditions de travail dans les sites artisanaux, Patrick Lumbala? Comment les exploitants artisanaux travaillent? Est-ce que la sécurité est garantie? Est-ce qu'ils travaillent dans des conditions le plus bonnes que possible? Et pourtant, l'État doit veiller également à la question de la sécurité de ces gens. Évidemment, et c'est pour cette raison que les SAEMAP existent, Patrick Lumbala. Mais malencontreusement, on a comme l'impression que tout cela ne se fait pas. Les missions de contrôle, des missions d'inspection devront être diligentées dans toutes ces EIA-là, puisqu'aujourd'hui, on en dénombre une soixantaine qui sont viables, mais il y a également des sites miniers artisanaux qui ne sont pas répertoriés, mais qui sont malencontreusement opérationnels, où ces artisanaux, ces exploitants artisanaux travaillent régulièrement avec des gros risques. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est une trentaine de vies emportées, et Patrick Lumbala. Demain, qui sait combien de vies seront emportées? Déjà, on devrait faire un effort, un énorme effort pour tenter de réglementer ce secteur qui apporte beaucoup à l'économie congolaise. C'est un secteur qui est délaissé. C'est un secteur qui, au fait, laissé, n'est-ce pas, à la responsabilité des coopératives minières qui n'ont pas cette bonne volonté de faire respecter également la loi. Parce que déjà, le code minier le dit. Tout est prescrit dans le code minier, que ce soit même les conditions de travailleurs des artisanaux, que ce soit même les conditions de travailleurs, n'est-ce pas, dans le secteur industriel et autres. Tout est conscrit, en tout cas, tout est circonscrit dans le code minier. Mais malencontreusement, on a d'un côté une certaine désinvolture de la part des opérateurs miniers et des coopératives minières, et de l'autre côté, le suivi n'est pas régulier. Évidemment, j'en arrive, Patrick Lumbala, le suivi n'est pas régulier. Voyez-vous, déjà, le ministre de Minlu Atum Kabamba, qui, en tout cas, séjourne à Kolwezi, qui est présent pour n'est-ce pas, apporter son soutien aux familles des victimes qui sont, dans la nuit également avec Ecofin Télévision, on en profite pour, n'est-ce pas, souhaiter nos sincères afflictions aux familles des victimes emportées, puisqu'on parle d'une trentaine de morts, c'est la vie humaine qui est partie. Ce sont des gens qui y travaillaient, n'est-ce pas, pour chercher à nouer le deux bouts du mois, parce que c'est ça qui fait leur travail. C'est là qu'ils travaillent régulièrement, mais dans quelles conditions? Voyez-vous? Donc, à l'État congolais, d'essayer un tout petit peu d'optimiser les conditions de travail dans des sites artisanaux, puisque déjà, on ne peut pas travailler dans n'importe quel site. On l'a dit ici à Moulondo, c'est un site semi-industriel. Comment les exploitants artisanaux s'y retrouvent pour travailler? Tout à fait. C'est vrai que la part de responsabilité sera partagée, mais à l'État congolais, puisque de cet incident qui vient de survenir, à l'État congolais de prendre des mesures beaucoup plus adaptées pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. On sait l'affluence qu'il y a des exploitants artisanaux dans les sites artisanaux. Là, on parle d'une trentaine, mais ils sont plus d'une trentaine. Ils sont plus d'une trentaine. Lorsqu'on voit même les images, ils sont plus d'une trentaine. Cet effondrement, c'est une centaine, voilà. Carrément. Donc, il faut savoir préserver la vie humaine en République démocratique du Congo. Elle est très importante. C'est la main-d'œuvre dont on a besoin pour, n'est-ce pas, activer les leviers de croissance économique de notre pays. Et on ne va pas accepter les gaspiller comme ça. Donc, à l'État congolais, je me ressasse encore une fois de plus, d'y veiller sérieusement. S'il faut même activer, je ne sais quoi, mettre beaucoup plus de paquets pour activer les SAEMAP, faire en sorte que ces services soient beaucoup plus efficaces sur terrain, puisqu'on n'a pas besoin des services qui existent sur papier, mais que sur terrain, on a comme l'impression que le service est quasi inexistant. Voyez-vous, on a besoin que ces services soient beaucoup plus dynamiques, et que si en fait d'assurer les conditions de travail des exploitants artisanaux dans les différents sites artisanaux, évidemment. Tout à fait. Alors, Tony Antoine Dibendila, on sait que tous ces exploitants artisanaux, donc ces creuseurs, sont membres, tous en tout cas, c'est là au vu du code minier notamment, ils sont membres d'une coopérative. Et on se rend compte que ce désordre qui fait que ces exploitants artisanaux se retrouvent un peu partout, c'est à cause du désordre qui règne dans les coopératives, justement. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer, tout simplement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des petits empereurs
ce côté-là, surtout dans la gestion des coopératives? Mais je crois qu'on ne peut pas, du coup, responsabiliser seulement les coopératives, parce qu'on sait que ces coopératives sont également soumises à la loi, d'une part, et on sait qu'il doit y avoir, il y a des responsables, il y a les ministères de mines, il y a il y a SAIMAP, on a évoqué ici, toutes ces institutions qui doivent suivre de près l'action des créateurs artisanaux sur les terrains. Mais voilà, si aujourd'hui déjà, dans les sites semi-industriels, on se rend compte qu'il y a un tel bazar, mais que faut-il penser pour des sites purement artisanaux, des zones d'exploitation artisanale? Donc ça sera peut-être aussi beaucoup plus grave. Mais il y a une contradiction qui sort dans ce qui se passe, ou dans ce qui s'est passé à Moulondo. Mais il n'y a pas que là. Si vous regardez dans différents sites miniers, chez nous, il y a des confrontations, nous avons suivi d'ailleurs il n'y a pas longtemps le gouvernorat provincial d'Ilo-Laba qui tentait, ensemble avec la police nationale, qui tentait de sensibiliser les casers artisanaux en rapport avec la moralité, les bonnes manières, ainsi de suite. Mais il y a une contradiction qui apparaît. C'est-à-dire, d'une part, c'est une activité qui est assez rentable. Il crée du cobalt, du cuivre, ainsi de suite. Ce sont des minerais très prisés, très recherchés à l'international. La demande est très forte. C'est-à-dire que cela rapporte assez de dollars, assez de devises. Et donc, comment est-ce qu'un secteur qui rapporte assez, et l'État nous donne l'impression encore, certains nous donnent l'impression, l'État congolais nous donne l'impression d'avoir du mal à gérer ces mêmes secteurs qui rapportent beaucoup. C'est quand même une contradiction. Parce qu'on se rend compte, alors, certainement, ceux qui ont la responsabilité d'assurer le suivi des prêts ne se contentent que de remplir les poches. Et après, on se dit que chacun se débrouille à sa manière. Mais regardez même les trésors là sur place. Mais ils ne sont pas sécurisés, ils ne sont pas protégés. Nous avons vu tous les sites. Nous avons vu les sites, on voit que les conditions sont vraiment exécrables. Et on sait qu'il n'y a pas des préventions, même en termes de techniques. Il y a eu certainement des défaillances techniques et des défaillances qui ont conduit à cet éboulement ou à ces glissements du terrain. On a parlé également des altercations avec des agents de l'ordre. Tout à fait, mais on a créé la police minière, il y a les agents de sécurité. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous avons vu les ministres de la Justice à instruire pour qu'il y ait des enquêtes, certainement, justement dans les secteurs miniers, parce qu'ils s'étaient rendu compte, après une enquête qui a été rendue publique, qu'il y a quand même du désordre dans ces secteurs-là. Tout le monde y est. Il y a même, selon l'instruction du ministre de la Justice, il y a même des autorités militaires qui sont impliquées. C'est pourquoi d'ailleurs l'inspection générale des forces armées de la RDC a été instruite également pour suivre des paix. Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a même des autorités militaires qui sont impliquées, des autorités policières, il y a des responsables politiques qui sont impliqués. Parfois, vous vous dites que sur papier, on s'est dit que tel trésor est enregistré par telle coopérative, mais en réalité, ces trésors-là sont exactement lié à telle ou telle autre coopérative. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Justement, une autre question qu'il faut se poser. Quelle est la responsabilité de toutes ces grandes entreprises minières en ce qui concerne la sécurisation de leur périmètre? Parce que là, dans le cas des Moulondé, c'est vraisemblablement une exploitation illicite des exploitants artisanaux. Comment se sont-ils retrouvés là? Comment ces entreprises n'arrivent pas à protéger de manière efficace leur périmètre? Mais cette question sonne en écho à un fait, c'est-à-dire à une situation qui a été d'ailleurs largement médiatisée et qui a impliqué l'exploitation dite artisanale, alors qu'il y avait des gros engins, des engins lourds, et ça s'est passé à Durba et au nord-ouest de la RDC justement. Les ministres des Mines s'est rendu sur place et c'était une entreprise chinoise qui était en train d'exploiter sous couverte de l'exploitation artisanale, alors qu'il y avait des engins lourds sur place, et l'exploitation se faisait dans une concession d'une entreprise minière, Kibali, je crois, Kibali Gold Mine, et les gouverneurs de province a été même
a été grondé par les ministres des Mines, les ministres des Mines actuels. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et je dis bien la question, on en est quoi à cette situation-là? Est-ce que les entreprises minières, ils ont des sites, elles doivent les exploiter, parfois ils les abandonnent. En attendant, c'est ce que j'ai venu de souligner tantôt, il y a des entreprises qui ont des sites, mais qui jusque-là n'ont pas, ne se mettent pas à les exploiter et donc à les sécuriser. Parce que s'il y a une entreprise exploite un site... Mais ils ont quand même une obligation légale tout à fait, de sécuriser ces paramètres. Surtout lorsque ces paramètres ont déjà été exploités. Parce que le cas des Moulondé, c'est un cas patent. Parce que là, on voit que le cratère, il a été exploité. Mais tout à fait. Mais pourquoi ne pas les protéger? Mais justement, c'est cela la question. Mais justement, la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas frapper fort du côté de ces entreprises minières pour que qu'on ne connaisse pas ces genres de choses? Nous revenons à la question du départ. La responsabilité, en tout cas, c'est aussi à l'État. On s'est rendu compte qu'il y avait trop de laisser-aller. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, dans les secteurs miniers, il y a du laisser-aller. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises minières qui opèrent légalement dans les pays, mais qui ne suivent pas des prêts, qui ne respectent pas les prêts et les codes miniers. Et on sait, cela crée parfois même des tensions avec la population riveraine. Parfois, c'est une question de redevance qui ne revient pas. La population riveraine proteste. Parfois, il y a les entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales. Parfois, il y a, alors que, je l'ai dit tantôt, le secteur est très rentable. Le secteur est très rentable. C'est à l'État congolais de prendre aussi ses responsabilités, de dire stop. Stop, l'entreprise qui ne respecte pas les normes environnementales n'a qu'à partir. L'entreprise qui ne prend pas en charge, qui ne sécurise pas ces sites là où il doit, que ces sites-là soient déjà exploités ou non, la question doit se poser. Parce qu'il y a une situation flagrante. Il y a une entreprise chinoise qui a occupé, je crois, les sites de Kibali. Et voilà, sous couverte parfois de gouverneurs aussi, pour certaines provinces. Mais heureusement que dans le loi là-bas, on sent quand même que Mme Fimasuka Saini est quand même en tout cas en train de faire de son mieux, de taper les poings sur la table pour qu'il y ait de l'ordre. Nous l'avons vu personnellement sur les terrains, de jouer un trafic illicite des minerais. C'est-à-dire que son action est largement appréciable. Mais dans certaines provinces, on voit que c'est les laisser aller. Mais on sait également que dans ces secteurs miniers, ce n'est pas que les gouverneurs qui peuvent jouer un rôle. Il y a également l'autorité qui est le ministère. Il y a le ministère des Mines. Et parfois on sait que le gouverneur est très bas dans l'échelle. Voilà, très bas dans l'échelle. Et la réalité, c'est aussi sur les terrains, la réalité est que il y a l'État qui traîne les pas pour prendre réellement ses responsabilités et faire respecter comme il se doit les codes miniers que nous avons depuis 2018. Faire respecter les codes miniers, Igor Buaka, c'est aussi combattre l'exploitation artisanale illicite. Est-ce qu'il faut aujourd'hui pour l'État congolais mettre en place des moyens conséquents pour combattre de manière efficace l'exploitation artisanale illicite telle qu'on l'a vu dans le cas des Moulondé qui a causé mort d'homme? Certainement, Patrick Lumbala, je crois que les efforts ont été déjà entrepris, puisque ici on ne manque pas des idées, les idées elles sont là. Mais justement, l'application de ces idées qui, par moments, pose problème. Déjà, on l'a évoqué tantôt ici, il y a en fait l'entreprise générale du cobalt, l'EGC qui existe, évidemment, justement pour encadrer, n'est-ce pas, encadrer le revenu ici de ce secteur artisanal en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne évidemment la production du cobalt, mais également de la cathode du cuivre. Déjà, il faut rappeler que la gouverneure, n'est-ce pas, de la province de Fimasuka Saini avait donc lancé dernièrement la première production, n'est-ce pas, du cobalt et de la cathode du cuivre, n'est-ce pas, de l'EGC. Ça, en fait, ça montre à suffisance qu'il y a quand même une avancée. Mais on a comme l'impression qu'on a mis en place une structure qui existe, mais l'efficacité toujours pose problème, n'est-ce pas, dans le cadre des missions qui sont assignées à ces structures-là. Aujourd'hui, les artisanaux en République démocratique du Congo peinent à constituer vraiment une véritable épine dorsale sur laquelle devrait poser notre économie pour contribuer efficacement
efficacement à la croissance économique de notre pays. Parce qu'il y a des revenus qui échappent à l'État congolais. Ces artisanaux-là qui œuvrent dans le secteur, je dirais, de manière illicite et illégale, vous savez que ça ne contribue pas au trésor public. Ils se font premièrement exploiter, ils constituent la main-d'œuvre de ces coopératives minières qui jouissent évidemment de leur travail, qui n'arrivent même pas à rémunérer à bon escient. Véreux qui prennent la production de ces exploitants artisanaux à vil prix. Certainement. C'est même pour cette raison que quand on s'interroge aussi sur l'efficacité de sécuriser les périmètres miniers, n'est-ce pas, de ces coopératives, moi je trouve qu'en filigrane, il y a peut-être des intentions. Il y a des intentions, c'est-à-dire que laisser travailler ces artisanaux dans ces périmètres qui sont le nôtre, et après on va maintenant prendre les rendements. Donc c'est question en fait d'étendre un tout petit peu la main d'œuvre. C'est vrai que ces entreprises, ils ont des engins, ils ont des outils, mais ça, en fait, ça s'apparente, s'il faut le dire, à une forme d'exploitation humaine. Voyez-vous? Puisque déjà, comment concevoir le fait que ces coopératives minières qui ont des périmètres en termes de souffle très vastes, comment elles n'arrivent pas à sécuriser? Comment elles peuvent accepter perdre ce qui pouvait constituer en fait quelque chose de rentable pour elles. Ces gens sont des opérateurs miniers et ils misent sur le gain, ils misent sur le profit. Donc tout se dessine pour faire croire que voilà, c'est une carte implicite qui est jouée, n'est-ce pas, en leur faveur, et ils en bénéficient, ils en tirent le ficelle évidemment, que ce soit de manière directe ou indirecte. Patrick Lumbala, là il faut en tout cas les dire de manière, je dirais, ouverte comme ça là. Donc, pour revenir à la question de base qui a été posée en ce qui concerne en fait l'encadrement du secteur artisanal, on est dans l'obligation d'encadrer ce secteur-là. Pourquoi? Parce que je l'ai tantôt. Ça fait quand même des années, on parle de l'encadrement du secteur artisanal. Lorsque vous êtes notamment à Lubumbashi, tout comme à Kolwezi, on vous parle des éboulements à Kawama, on vous parle des éboulements à Moulondé, et ce sont des creuseurs qui meurent certainement tout le temps. Mais on a l'impression que, voilà... il n'y a pas une autorité. Je l'avais dit tantôt, Patrick. En fait, l'épisode des Moulondo n'est pas en tout cas le premier. Pourquoi? Parce que dans le passé, on en avait enregistré bien d'autres. C'est-à-dire que cet épisode doit en fait nous servir d'exemple et permettre, n'est-ce pas, à l'autorité étatique de prendre, cette fois-ci en tout cas, des mesures définitives. Des mesures définitives, question d'assainir un tout petit peu ce secteur artisanal. Déjà, vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, je vais anticiper, et pour parler avec l'international, question en fait d'attirer des investisseurs dans le secteur minier. Mais déjà, quand on trouve que votre secteur minier est truffé de tohu-bohu, est truffé, n'est-ce pas, je dirais des gabégies qui ne font que ternir l'image même du secteur minier, par conséquent, on ne sera pas attirer en fait ces investisseurs miniers. Donc du coup, ça part, n'est-ce pas, au désavantage de notre pays. Donc c'est pour cette raison que je ne le dirai pas assez, Patrick, on est dans l'obligation d'assainir le secteur, de faire en sorte que le secteur participe à la vie, à la croissance économique de notre pays. Et pour le faire, ce n'est pas impossible. On ne va pas inventer la roue. Pourquoi? Parce que des efforts de mécanismes ont été déjà mis en place. C'est maintenant question d'activer ces mécanismes-là, de faire en sorte que les missions préalables qui ont été assignées à ces différentes structures, que ces missions-là aient un impact incidentiel et beaucoup plus pratique sur le terrain. Voyez-vous, nous avons le SAIMAP, nous avons le GC, le ministère des Mines est là en permanence, qui également, avec la contribution de l'inspection générale des mines, qui devrait également faire beaucoup plus d'efforts pour l'inspection, n'est-ce pas, des différents sites miniers, pour voir les conditions de travail, n'est-ce pas, de ces exploitants artisanaux. Dans quelles conditions ces exploitants artisanaux travaillent, c'est très important. Patrick Lumbala. Vous voyez, dernièrement, je crois, le ministre de l'Emploi et du Travail avait fait quelques randonnées dans la partie sud-est du pays pour justement s'imprégner de conditions de travail, n'est-ce pas, des travailleurs congolais. Et cela ne concerne pas seulement le fonctionnaire de l'État et autres. Ça concerne le Congolais, le travailleur congolais dans sa dimension la plus infime, à sa dimension la plus grande, Patrick Lumbala. Ces creuseurs sont des travailleurs. Sont des travailleurs congolais. On est dans l'obligation, évidemment, il y a un cadre légal qui les régit, et on est dans l'obligation de les sécuriser, Patrick. Et question d'éviter en tout cas ces pertes en vie humaine. On parle de plus d'une trentaine d'âmes qui en tout cas meurent comme ça, et ça inquiète, et ça devrait en fait
permettre, n'est-ce pas, à l'autorité publique de pouvoir cette fois-ci prendre des mesures beaucoup plus adéquates, question d'éviter en tout cas cette hécatombe à l'avenir. Tout à fait. Donc, nous présentons également nos condoléances à l'ensemble des familles affectées par ce drame humain à Moulondé, à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi, dans la province du Lualaba, capitale mondiale du cobalt. On va changer des chapitres tout en restant dans le secteur minier, mais cette fois pour évoquer ce drame environnemental à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, suite à la rupture d'un bassin de rétention qui a déversé en tout cas des eaux industrielles polluées dans les quartiers résidentiels et dans la rivière Lubumbashi qui contient beaucoup de poissons. L'entreprise minière chinoise Congo Dongfang Mining, CDM en sigle, est donc au cœur effectivement de ce scandale aux conséquences dramatiques. Tout d'abord, inondations toxiques dans les milieux résidentiels, mortalité aquatique et risques sanitaires importants pour les populations des quartiers comme Kassapa ou encore Kamatete, dans les environs de Lubumbashi. Alors face à la colère et à la clameur publique, le gouvernement de la République a tout simplement décidé de la suspension des activités de cette entreprise, tout en l'exigeant à payer l'ensemble des salaires de leurs travailleurs, mais aussi à la réparation intégrale des dommages et intérêts. On revient d'abord sur les faits et on se retrouve.
gouvernement congolais a été très prompt dans cette situation à Lubumbashi, en commençant d'abord par la descente éclair du maire de la ville de Lubumbashi. On a constaté également la venue du gouverneur, puis du ministre des Mines, et les décisions sont tombées sans tarder, notamment la suspension des activités de cette entreprise minière CDMD. Mais au-delà de toutes ces décisions prises par l'État congolais, il y a quand même une question dans les fonds qui se pose, c'est la question du respect de la RSE, ça veut dire de la responsabilité sociale des entreprises minières. Et là, on est vraiment devant un cas flagrant à Lubumbashi. Est-ce que aujourd'hui, partant justement de ces cas de CDM, on peut dire que les entreprises minières qui semblent ne pas être vraiment trop inquiétées par le pouvoir public en cette matière, semblent négliger cet aspect des choses? Mais tout à fait, je crois qu'on l'a largement évoqué, mais ici c'est aussi un cas particulier, mais ce n'est pas une nouveauté. Déjà il y a quelques années, je crois que tous nous avons vu une investigation des cash investigation à propos à l'époque c'était Glencore, qui en plein province du Lualaba à l'époque avait quasiment pris une bonne partie d'une aire protégée, la réserve des Kando, et une aire protégée qui a été investie. L'entreprise avait été, non pas poursuivie, mais les riverains étaient victimes d'une pollution des rivières. Il y a eu des victimes qui ont témoigné. Et c'était une affaire, en tout cas, rendue publique, et tout le monde a vu ce qui se passait en réalité. Et comment est-ce que même l'entreprise, c'était une filiale des Glencore, à l'époque, je crois que c'était Mutanda Mining, qui a été pointé du doigt. Nous avons vu qu'il y avait des poissons qui sont morts, il y avait l'eau qui était polluée, l'eau a été analysée par les experts et tout. C'est-à-dire, c'était une toxicité énorme. Une toxicité énorme, et après il y a eu des manipulations, il y a eu des indemnisations dérisoires, juste pour étouffer l'affaire. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ce qui vient de se passer. Mais sauf que cette fois-ci, il y a une sorte de promptitude du gouvernement qui a agi pour punir cette entreprise chinoise. Mais moi je crois que il ne devait pas y avoir des décisions qui viennent après que les mal est déjà commis. Je crois que l'action devait être anticipative. L'action publique devait anticiper ce genre de choses. C'est-à-dire suivre de près les respects des normes environnementales, suivre de près la toxicité, soit des rivières ou de l'air dans les environs, et responsabiliser directement les entreprises qui pourront être fautives. Parce que là, on rencontre des choses. On les dit peut-être en l'air, mais il a été prouvé par les experts dans l'affaire que je viens ici d'évoquer, que même des fœtus sont mal formés, justement parce qu'il y a ces genres de toxicité. Les enfants naissent avec des malformations, parce que les riverains ont pris de l'eau environnante polluée par l'activité minière. Voire même de l'air. Même de l'air, on respirait de l'air pollué par les activités minières de telle ou telle autre entreprise. Et donc, la question du CDM n'est pas une décision, mais c'est une décision presque inédite, parce que souvent l'État ferme les yeux. Il y a des concessions, des échanges, et l'entreprise minière promet d'indemniser les victimes, et les indemnisations sont souvent dérisoires, parce que lorsqu'on regarde de près, on se rend compte que ça, c'est d'ailleurs régulièrement évoqué, il y a peut-être des pots de vin qui circulent, et tout le monde ferme sa bouche, et c'est fini. L'affaire est classée. Aujourd'hui, quand même, l'État a intervenu, mais je viens de le dire ici, il faudra suivre de près. Comment est-ce qu'il faut laisser les entrepreneurs qui exercent dans ce secteur aussi sensible, les mains libres, au péril des vies humaines, des vies congolaises, parce que nous savons déjà qu'il y a instauration de la redevance, parce qu'on estime que les entreprises, là où elles s'installent, il y a évidemment des conséquences. C'est pourquoi c'est prévu les redevances. Et donc, il faudra être beaucoup plus vigilant que ça. Les décisions, très bien, on acclame. Mais après, il y aura la même pollution. Moi, je l'ai toujours dit,
il faudra peut-être éviter des fixations. Si vraiment il y a une opération assez vaste qui couvre quasiment toutes les grandes entreprises, les environs des mines qui sont en activité en RDC, on se rendra compte qu'il y a vraiment de pollution. Et cela, c'est aussi à la base des tensions. Nous qui sommes à peut-être 2000 km ou à 1500 km des sites là, ici à Kinshasa, on ne se rend pas compte des réalités sur place. C'est parfois les Congolais du Congo profond disent que Kinshasa parfois est déconnecté des réalités sur place. Il faudra prendre les choses avec toute sa gravité. La gravité est que vous aurez des Congolais mal formés qui seront des poids pour la société, qui prendra la responsabilité de le prendre en charge. Déjà, nous voyons nos estropiés ici, les gens malades qui se baladent dans nos rues pour quémander. Parce que déjà même les ministères des Affaires sociales n'ont pas tout le moyen, disons-le, n'a pas toute la possibilité de les prendre tous en charge. Ou encore les ministères délégués en charge des personnes vivant avec handicap n'a pas aussi toutes n'a pas de moyens conséquents pour les prendre tous en charge. C'est pourquoi il faudra anticiper pour se dire qu'au-delà des redevances, parce qu'aujourd'hui on impose à CDM les respects des normes, l'entreprise, les activités sont suspendues pour 3 mois et on l'impose les respects des normes, mais après les conséquences qui prendra en charge ces conséquences, l'entreprise sera appelée où elle ne va simplement honorer ses redevances et dire que voilà, c'est à ce niveau-là, moi j'indemnise et je respecte la loi. Les codes miniers est largement violé. Personne ne tire profit parce que justement, il y a des puissants derrière qui tirent parfois profit de tous ces bazars. Aussi, peut-être derrière les dos du chef de l'État, qui a été en tout cas très clair concernant au regard de sa vision pour le secteur minier congolais. Il a été largement clair, les actions ont été posées, il y a eu la création des institutions pour suivre des prêts. Mais il y a aussi, quelque part, il faudra se poser des questions sur la responsabilité de l'inspection générale des mines. Tout à fait. Il faut se poser des questions. On a l'impression qu'il y a un certain laxisme dans son action parce qu'on s'est dit que c'est cette inspection qui devait, d'une manière ou d'une autre, aider l'État à voir beaucoup plus clair dans la gestion des questions liées justement au secteur minier. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que nous allons continuer à attendre qu'il y ait des conséquences néfastes pour agir, ou est-ce que nous allons anticiper et prendre des mesures appropriées pour sécuriser premièrement les vies humaines, et surtout que nous savons que les Congolais de demain sont aussi exposés au regard du fait qu'il peut y avoir des malformations. Tout à fait, au regard donc qu'il peut y avoir des malformations. Alors Igor Bioka, CEDEM, c'est un cas en tout cas illustratif de ce qui pourrait être en train de se passer dans d'autres zones du pays où l'État n'est toujours pas complètement présent. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut... C'est vrai, l'État a pris des décisions en infligeant notamment ces mesures conservatoires à CEDEM, mais lorsque vous regardez les environs de ces entreprises, il y a des maisons, des habitations tout autour. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par la régulation des zones d'implantation de ces entreprises et les habitats de la population? Comment une entreprise minière avec autant de matières toxiques peut être implanté dans une zone où les civils peuvent venir s'installer aussi à proximité de d'une telle zone? Ah oui, Patrick, c'est une observation pertinente, mais seulement dans le cas d'espèce, CEDEM, mais c'est vrai que CEDEM, si on peut l'évaluer en termes de kilomètres, c'est vrai que les maisons ou encore les quartiers résidentiels environnants autour de CEDEM, c'est à quelques kilomètres de ces pâtés-là. Parce que pour CEDEM, l'évacuation, n'est-ce pas, de ces substances toxiques passe par des voies de canalisation qui partent se déverser, n'est-ce pas, sur les rivières et autres. C'est ça même la plus grande, ou encore la grande question que l'on devrait se poser, où déverser ces substances toxiques.
n'est-ce pas? Parce que si vous regardez bien, parce qu'il y a eu quand même des investigations, les premières investigations qui ont été faites pour analyser la nature même de la toxicité, n'est-ce pas, de ces substances évacuées par la défaillance de ces bassins de rétention, voulais-je dire, de Congo Dongfang International Mining. On s'est rendu compte qu'il y avait des substances toxiques, l'électrolyte, voyez-vous. L'électrolyte, c'est une substance avec une portée de toxicité énorme. Les conséquences sanitaires ont été évaluées ici, Patrick Lumbala. Et c'est là, on les déverse en plein bantou, permettez-moi l'expression, on les déverse en plein bantou dans des quartiers résidentiels où les gens, n'est-ce pas, vivent régulièrement. On les déverse... Il faut préciser, ces quartiers, c'est Kassapa et Kamatete, évidemment, Patrick Lumbala. Où se trouve notamment le campus de l'université. Non seulement le campus, mais également un marché à 10 km, n'est-ce pas, des CDM là. Et la prison de Kassapa. Allez-y comprendre les enjeux derrière ces niveaux, je dirais, de désinvolture et de nonchalance de la part de ces opérateurs miniers, Patrick Lumbala. Et encore faut-il préciser le fait, le maire qui prend, n'est-ce pas, je dirais, le plaisir de descendre sur place pour inspecter, pour s'imprégner de l'état, n'est-ce pas, de la chose, mais aucune autorité de l'entreprise n'a daigné, au fait, le recevoir. C'est écœurant. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est vraiment dans l'agissement des Chinois. Voilà. Aucune autorité de l'entreprise n'a daigné accepter, n'a daigné accorder, au fait, s'expliquer auprès du maire de l'autorité locale, qui est le maire Patrick, au niveau, le maire de la ville de Lubumbashi, évidemment. Voyez-vous, donc ça prouve à suffisance comment ces opérateurs miniers, en tout cas, sont dans des pratiques beaucoup plus ignominieuses. Et là même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il a rappelé, lors de la 67e réunion du Conseil des ministres, il a appelé ces opérateurs miniers au respect des normes environnementales, à Patrick Lumbala. Et cela est même circonscrit dans le code minier. Ils sont dans l'obligation de respecter le code minier. CDM existe, exploite ou encore est présent. Ils sont dans l'obligation. Depuis plus de 10 ans. Ils sont dans l'obligation, effectivement. Mais est-ce que la suspension des activités, les amendes éventuelles qui seront imposées, est-ce que c'est suffisant pour que ces entreprises respectent la loi et les normes environnementales? Évidemment, une commission a été créée justement pour évaluer les dommages collatéraux qui sont évidemment payés par cette entreprise-là. Je crois que, puisque la suspension des 3 mois, on l'a dit ici, renouvelable en cas de non-application des mesures correctives qui ont été prescrites, Patrick Lumbala. C'est-à-dire qu'on va veiller à ce que CDM s'acquitte intégralement de tout ce qui lui a été demandé de faire. Parce que là, on parle seulement de paiement intégral de salaire de son personnel, puisque pendant cette période suspensive, CDM sera obligé de payer intégralement son personnel. Tout à fait. Outre cet aspect des choses, il sera obligé de financer en tout cas et de prendre en charge la réhabilitation de ces puits qui ont été endommagés, de ces zones polluées, puisqu'on parle là des quartiers résidentiels. Il y a des puits qui ont été vraiment endommagés. Encore plus important, la rivière Lubumbashi, voilà, dans laquelle beaucoup vont s'abreuver, notamment en termes de poissons. Beaucoup de pêcheurs, effectivement, ces poissons ont été retrouvés morts. C'est pour cette raison. Et ça, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. C'est pour cette raison qu'ils sont également obligés, en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ils seront obligés de financer la neutralisation de ces substances toxiques, évidemment, dans ces rivières-là. Voyez-vous? Donc, autant de mesures qui ont été prises. Alors, la question ici, est-ce que les pots de vin ne vont-ils pas circuler pour que l'on taise la chose, pour que l'on taise l'affaire? C'est ça le plus grand problème. Mais je pense, puisque cela a été décidé au Conseil des ministres, je crois que, en tout cas, le gouvernement central va s'en imprégner. Le gouvernement central va suivre les dossiers des prêts pour qu'en tout cas, CDM s'acquitte intégralement de tout ce qui lui a été demandé de faire. Voyez-vous, Patrick Lumbala? Donc, c'est dans tous ces contextes-là, en tout cas, que le gouvernement devrait, en tout cas, agir, et les mesures ont été prises. On ne va pas se limiter à réciter les mesures, mais on doit veiller à l'application stricte, rigoureuse et scrupuleuse de toutes ces mesures sanitaires qui ont été prises. Tout à fait. Tony, on le voit et on remarque que l'État est très impliqué dans ce dossier de pollution environnementale par l'entreprise minière chinoise CDM. Mais en même temps, on s'est dit, l'État est autant impliqué
on a l'impression que l'État vient toujours lorsqu'il y a des conséquences. Mais qu'est-ce qu'ils font en même temps? Vous aviez d'ailleurs évoqué la question de l'inspection générale des mines. Qu'est-ce que cet État fait pour prévenir, tout simplement, ces genres d'actions dans d'autres sites, dans d'autres entreprises minières, je crois pour protéger la population? Je crois que notre plus grande faiblesse, c'est la corruption. C'est en tout cas notre plus grande faiblesse. Parce que je l'ai dit ici tantôt, les secteurs miniers congolais rapportent assez. Les secteurs miniers congolais rapportent tellement que si, et c'est que la rentabilité de ces secteurs s'accompagnait d'une certaine efficacité, d'un certain sérieux, l'ordre allait régner. On n'allait même pas évoquer la question d'y laisser aller dans les secteurs des creuseries artisanaux, on l'a dit tantôt, et même pour la question, pour les questions environnementales, on n'allait même pas à se débattre. Aujourd'hui, CEDEM est sanctionné. Mais est-ce que CEDEM, c'est un cas illustratif, c'est vrai, mais c'est CEDEM et l'unique société qui est dans ces cas-là. Les tollés est beaucoup plus grand peut-être parce que c'est quasiment dans une grande ville comme Lubumbashi. C'est une grande ville, mais lorsque... Le même cas c'était passé avec Chemaf dans les années 2009-2010. Il y avait eu également les mêmes conséquences des poissons dans la rivière Naviundu notamment. Mais c'est passé comme ça. C'est justement ça le problème. C'est pourquoi je commençais par dire que notre plus grande faiblesse, c'est la corruption. C'est-à-dire, vous vous rendrez compte qu'il y a derrière des gens qui font suivre les dossiers pour le compte de l'État congolais, qui doivent faire respecter les mesures et qui doivent faire rapport durant les 3 mois de suspension des CDM pour dire que si cette entreprise a réellement respecté les normes ou pas, il y aura des gens qui feront rapport. Mais il faut vraiment suivre de près ceux qui vont faire ces rapports-là, ceux qui vont être sur les terrains et qui diront que si réellement l'entreprise a respecté les normes ou pas. C'est là que les problèmes se posent aussi. C'est là que notre faiblesse s'étale et s'expose. La corruption. Lorsque les enveloppes kaki vont commencer à circuler, les gens viendront pour dire non, écoutez, une semaine seulement, CEDEM a résolu tous ces problèmes. Ah, voilà, c'est aussi ça le problème, c'est cette légèreté-là des l'homme congolais que nous sommes. Les gens seront là, ils vous écoutent de loin, ils disent bon, qu'ils se disputent, ils ne seront pas ici, d'ailleurs ils n'ont pas d'expertise pour savoir ce que nous allons faire, c'est nous qui détenons l'expertise. Et si vos experts vous disent que voilà, tout est ok, vous n'avez plus vous n'avez plus d'armes pour agir parce que vos experts vous ont dit que tout fonctionnait normalement. Mais je crois qu'à ce niveau-là, il faudra songer aussi à des contre-expertises, peut-être avec des organisations indépendantes qui peuvent venir mener des contre-expertises et dire si réellement les experts gouvernementaux ont réalisé bien leur travail, si les rapports après les 3 mois, parce qu'il est bien entendu, il est souligné que l'entreprise ne pourra rouvrir que si, durant ces 3 mois, elle arrive à respecter les normes en vigueur, les codes miniers. Mais si 3 mois durant, ce n'est pas, l'entreprise n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, les 3 mois seront renouvelables. Mais c'est là la question. C'est-à-dire la fermeté de l'État doit être beaucoup plus grande. Les mépris qui font montre parfois certaines entreprises au regard des autorités publiques, nous l'avons ici dit, les maires de la ville qui arrivent et qui se rendent compte... non seulement le maire de la ville, même le conseiller du président de la République. Voilà, qui se rend compte... qui fait fermer la porte. Voilà, qui se rend compte qu'en face, il y a une entreprise qui est orgueilleuse. Mais pourquoi cette entreprise-là va agir de la sorte? Parce que justement, il y a quelque part certains puissants qui tirent des ficelles. On sait que derrière chaque entreprise minière, il y a un nom, il y a une puissance, un acteur politique ou une autorité militaire bien assise qui contrôle les enjeux. Et donc, lorsque ces entreprises-là se disent que nous sommes dans des bonnes grâces de tel ou tel autre responsable qui est beaucoup plus influent, et après, que faut-il dire? C'est cela le problème, c'est cela aussi les nœuds du problème. Notre problème, c'est la facilité avec laquelle nous pouvons nous faire corrompre, c'est la facilité avec laquelle nous prenons
les questions d'État et les questions des vies humaines. C'est Lubumbashi, une grande ville. Et si cela arrivait dans les coins les plus reculés de la République, ça sera le même tollé. On ne saura même pas. Voilà, personne n'est rencontré. Et on ne saura même pas. Parce qu'on sait qu'il y a eu parfois la population, certaines communautés qui se sont révoltées contre telle ou telle autre entreprise. Et parfois, ils se sont fait tirer dessus et les dossiers passés inaperçus. C'est ça, l'État congolais, en tout cas, doit se dire une bonne fois que le secteur minier, qui est assez rentable, doit être assaini, non pas seulement pour, d'une part, sécuriser la vie humaine, mais aussi pour se faire respecter à l'interne et à l'international. On a des accords, on veut cheminer avec les États-Unis notamment, qui aiment la transparence, et donc nous devons faire preuve de beaucoup d'efficacité et de sérieux. Tout à fait, beaucoup d'efficacité et de sérieux. On finit avec vous, Igor Bioaka. Les conséquences de cette pollution sont graves et vont même au-delà de ce qui est visible, parce que ces poissons qui sont morts dans la rivière Lubumbashi peuvent être récupérés par certains curieux, certains riverains, et aller même les consommer. Donc c'est vraiment grave pour l'environnement et aussi la santé, la santé publique. Est-ce qu'il faut taper très fort sur CDM pour prévenir les autres? Je crois que déjà les mesures qui ont été prises, c'est déjà une façon pour nous de frapper le poing sur la table, de dire non à ces pratiques, je dirais odieuses, qui ternissent l'image et même le paysage minier de la République démocratique du Congo. Patrick Lumbala, on a évoqué tantôt ici des conséquences sanitaires, n'est-ce pas? On a rebondi sur cela. Les conséquences sanitaires seront beaucoup plus énormes, Patrick, puisqu'on ne sait pas la consommation, n'est-ce pas, l'ingurgitation de toutes ces substances toxiques, c'est que ça pourra engendrer dans le corps ou encore dans le système immunitaire humain, voyez-vous. Déjà là, la République démocratique du Congo fait face à un certain nombre d'épidémies, des épidémies où, en tout cas pour faire face, le pays, l'État débloque beaucoup d'argent pour le faire. Alors si imaginez, n'est-ce pas, à la suite de tout ce que qu'on est en train de remarquer ici, et qu'il y a naissait encore une autre épidémie, comment on va faire, voyez-vous, Patrick Lumbala. Déjà, j'ai vu un communiqué officiel de la mairie qui interdisait, n'est-ce pas, au quartier touché évidemment par cet incident néfaste, de ne pas consommer de l'eau venant de ces puits usés et pollués, de ces rivières usées et polluées, de signaler tout cas suspect qui présente. Parce qu'il faut signaler aussi que dans ces quartiers environnants, les puits sont la source d'eau la plus consommée. Voilà. Et ces substances toxiques peuvent se filtrer dans la terre. Voilà, et puis, effectivement, Patrick Lumba. Donc ça, vous mettez encore la population dans des conditions le plus difficiles. Alors si peut-être la population n'avait que ça comme étant recours, ou elle partait pour s'abreuver en eau, mais elle sera obligée de chercher d'autres détours. Ces détours, on peut l'accepter aujourd'hui, demain, après une semaine. Mais est-ce que cette population tiendra-t-elle après un mois? C'est la question que l'on se pose. C'est toute la question, effectivement. Est-ce qu'elle aura cette ingéniosité de savoir que voilà, les substances ont disparu ou pas? Voyez-vous? Donc, avec tout ça là, ça prouve à suffisance que je dirais, cette façon de faire des opérateurs miniers, ça entrave non seulement la bonne image de la République démocratique du Congo, mais également ça place le pays à un risque permanent. Pourquoi? Parce qu'il s'est pourri. Il y a d'autres conséquences qui pourront advenir, des conséquences sur le plan international. Déjà, une fois que votre secteur minier est terminé, premièrement, il n'y a pas d'investisseurs qui viendront. Deuxièmement, vous savez, je l'avais dit tantôt ici, il y a des accords en gestation entre la République démocratique du Congo et les opérateurs miniers américains qui aiment évidemment la transparence, qui aiment en fait une certaine netteté, qui imposent, qui obligent l'assainissement du secteur minier. Viendront-ils travailler dans des conditions? Voyez-vous? Donc tout cela, ça montre à suffisance que les autorités devraient s'activer davantage, question en fait d'assainir les secteurs miniers et d'imposer une stricte observance et des respects de normes environnementales à tous ces opérateurs miniers, comme cela a été rappelé par le président de la République lors de la 67e réunion du Conseil des ministres. Tout à fait. Il faut rappeler également que les États-Unis ont salué donc la suspension de la licence de CDM. Évidemment, avec raison. Et dénonce justement la négligence de cette société chinoise. Cela montre à suffisance la concurrence qu'il y a entre le pôle américain et le pôle chinois. Tout à fait, effectivement.
On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous deux, messieurs. Merci Tony Antoine Dibendila. Merci Patrick Lumbala. Igor Biwaka d'être toujours présent pour cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Nous, on vous retrouve très très prochainement sur votre télévision pour évoquer d'autres questions en rapport avec l'économie en République démocratique du Congo.